On va enchaîner, je crois, avec notre ami, la conférence sur Osamu Tezuka, Philippe Bunel, qui va venir me rejoindre. Il est là, on l'applaudit. Tu vas bien ? Oui, tu sais que je te voyais pas, je me disais, mais il est parti où ? J'étais tapis dans l'ombre pour mieux regarder les beaux extraits qu'il nous a C'était bien, hein ? concoctés. Ouais, c'était super. C'est magnifique, on a appris plein de trucs. Comment tu vas ? Ça va bien. Ouais ? Oui. La forme ? Ouais, je suis très très content de parler de Tezuka. Mais vraiment. Et puis avec cool. toi, c'est cool. Oh, c'est génial, c'est génial. Philippe, tu es auteur, toi aussi, hein ? Tu es aussi journaliste. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes travaux ? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Donc, je suis journaliste pour le magazine Animascope et pour divers magazines centrés sur l'animation et les mangas comme Japan Live, Japan Max ou Animeland. Et du coup, je suis aussi auteur de livres comme Un siècle d'animation japonaise, comme Ghost in the Shell Access et sur plein d'autres livres collectifs. Qui sont aussi disponibles au stand de Librius. Exactement, voilà. Et donc je serai là après la conférence aussi si vous voulez dialoguer tout en bonheur. L'année dernière, on était là aussi pour parler de Satoshi Kon. Satoshi Kon, ouais. Ah, c'était intense. C'était super. Et te voilà de retour pour parler de Osamu Tezuka. Mais Alors, c'est très incroyable parce qu'en fait, on va, pareil, retracer tout un pan, cette fois d'un auteur, pas d'une saga. Et c'est à peu près les mêmes périodes qu'on va voir ensemble là que ce que vous avez vu avec c'est super. Fabien. J'ai pas mis d'extrait parce qu'en fait j'avais peur on n'ait pas le temps en 1 heure. D'ailleurs, on n'aura pas le temps. Mais ils nous ont dit à la régie qu'on pouvait rester 4h30. C'est parti, vous êtes prêts ? 4 heures, ça vous va ? Donc là, on va... 4 heures ? Ils sont en PLS là. Bien entendu, on va essayer de s'y tenir. Et donc on va retracer l'histoire de l'animation by Osamu Tezuka. Parce que Tezuka, on le connaît, surtout en France, où on est le 2e plus gros consommateur de manga. Après le Japon, ouais. On le connaît comme étant le dieu du manga, celui qui a fait le plus grand nombre de titres. Et c'est un créateur absolument incroyable. Et je veux juste te dire, quand on l'appelle dieu du manga, c'est pas parce que nous, on est fans de ce monsieur. C'est son titre officiel. C'est le titre officiel au Japon, le dieu du manga. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais en reparler après. Ouais. Tu sais quoi ? On enchaîne directement. Allez, enchaînons, Okay. Ouais, let's go. Qui a déjà lu Osamu Tezuka ? Quand même. Génial. Qui a déjà vu du Osamu Tezuka ? Eh ben, c'est chouette. Parce que vous savez qu'en France, on snob un peu, en gros, l'animation de Tezuka. Parce que c'est de l'animation limitée, on en reviendra. Mais du coup, on le valorise énormément sur le côté publication. Donc le livre, le manga, la story manga qu'il a créé est très reconnu, d'accord, puisque ça a créé les fondations du manga actuel. Donc il est très valorisé par beaucoup d'éditeurs de manga papier. Et donc en France, on a tendance à oublier son importance extrêmement majeure dans l'animation. Il faut savoir que ce créateur d'œuvres pléthoriques disait que si sa femme c'était le manga, sa maîtresse ce serait l'animation. Incroyable. Mais vraiment parce qu'il était un grand passionné d'animation et ça a commencé quand il était encore enfant. Le jeune Osamu, donc Tezuka, qu'on appelait Osamushi parce qu'il adorait les insectes. Mushi, insecte, du coup... je viens de l'apprendre. Incroyable. L'idée, c'était que, en fait, il se faisait souvent harceler par ses camarades parce qu'il était fragile, passionné. C'était pas le petit bourrin rigolard, quoi. Tu vois. Et il avait des parents qui étaient très axés culture, qui l'amenaient beaucoup au cinéma. Donc, du coup, très tôt, il est allé au cinéma assez fréquemment. Et un jour, il a eu un déclic. C'est en voyant La princesse à l'éventail de fer des frères Wan, le premier long métrage chinois d'animation. Et en fait, qui adapte une partie du bouquin à la pérégrination vers l'ouest, donc qu'on connaît au Japon sous le nom de Sayuki. Donc c'est que tout le monde connaît aussi un petit peu grâce à d'autres œuvres qu'on parlera peut-être. À Dragon Ball. Non, mais tout simplement. Oui, bien oui. Ouais. Et un voyage en Occident. Ouais, c'est un voyage en Occident, la version courte, voilà. Effectivement. En fait, c'est un livre fondateur dans la littérature chinoise. Ça fait partie des 5 grands livres chinois qu'il faut absolument connaître, lire, ce serait mieux même. Et donc là, ce film
Oh, ça marche. Donc, ce film traite d'une toute petite partie du bouquin, juste avant qu'il passe les monts pour aller derrière vers l'ouest. Et en fait, donc ça part du combat d'un moine avec ses acolytes, notamment Son Goku, qui est le roi singe. Et c'est la légende du roi singe. Quand il voit ça, il est littéralement dévoré d'imagination. Il se dit que ce roi singe qui se bat contre les autres, qui s'exprime, tu vois, il le prend pour lui, il se dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Et il va commencer à maladroitement essayer de se défendre avec ses copains. Mais bon, voilà, il n'a pas le gabarit. Et surtout, il va commencer à dessiner en masse, vraiment beaucoup. Et c'est là qu'il va commencer à réfléchir son personnage de Son Goku que vous voyez ici, qui donc sera un manga, plus tard, très très connu, du moins au Japon, parce qu'en France, il y a une petite édition, mais voilà, donc de Tezuka. On continue sur les films de Disney, parce que bien évidemment, c'est un grand fan, il va au cinéma, de films live, mais donc d'animation. Il est dévoré par l'image en mouvement, par les designs. Et beaucoup diront, mais les mangas, c'est les grands yeux, c'est les anciens clichés de l'époque de nos parents. Les mangas, c'est 7 œils. Ça vient de là, en fait. C'est 7 œils, exactement. Exactement. Donc, à moindre mesure, Blanche-Neige, mais c'est surtout lui, là. 7 œils. Bambi, il va le voir plus de 20 fois au cinéma. Faut se taper quand même, hein. Faut avoir envie de pleurer, etc. Mais tout simplement parce que lui, il voit l'aspect technique. Il rêve de ça, Tezuka. Et donc, en parallèle, bien entendu, il va se lancer dans le manga. Il va créer la story manga. Donc, ça veut dire que c'est plus, cette fois, des strips de manga, où avec quelques cases, on te raconte une petite histoire ou une petite blague. Là, il va raconter une histoire entière. Et donc, là, il va adapter L'île au trésor. Et vous allez voir, regardez cette planche, elle est assez, elles sont comme ça tout le temps les planches dans le manga. C'est juste des cases verticales, comme s'il filmait en 1,85, t'as vu ces cases? Ça c'est une page entière. Et en fait, ça préfigure son ambition cinématographique, totalement. Et donc ça n'existe pas à l'époque. C'est le premier manga tel qu'on connaît maintenant. Voilà. Le premier manga moderne. Voilà. J'imagine. Donc il va créer, comme je vous l'ai dit, le roi singe, d'accord? Et donc, en 1957, va y avoir j'aurais dû mettre la slide d'ailleurs, va y avoir le premier film d'animation japonais en couleur qui s'appelle Le Serpent Blanc. Ouais. Est-ce que vous avez vu Le Serpent Blanc? Super. Serpent Blanc, c'est un film de la Toei, gros studio qui va lancer l'animation japonaise dans l'industrie. Ouais, il va l'industrialiser. Et chaque année, ils vont faire une grande adaptation d'une œuvre littéraire connue, internationale. Le Serpent Blanc. Après, il va y avoir une œuvre sur les ninjas. Et ils vont adapter aussi Sayuki, donc qui est la légende de Son Goku d'Osamu Tezuka. Tezuka va travailler dessus, activement. Storyboard, il va être à l'écriture, etc. Il va beaucoup s'impliquer. Normal, il rêve de travailler pour ce studio, puisque ce studio a fait Le Serpent Blanc, qui est aussi une œuvre qu'il adore profondément. Comme Hayao Miyazaki, qui a été très impacté par ce film, et comme beaucoup d'autres auteurs de cette époque-là, qui ont été adaptés, Rintaro, etc., ils ont été les voir. Miyazaki, il disait, c'est ce film-là qui m'a donné envie de me lancer dans l'animation. Alors, plus encore, allez, petite parenthèse. Ah, yes. Miyazaki est plus jeune, bien sûr que Tezuka, il n'est pas encore dans le milieu, il tombe amoureux de la fille dans Le Serpent Blanc. Et ça, c'est dans ses mémoires qu'il explique. Il trouve ça, en fait, il tombe amoureux, il pense beaucoup à elle, etc. Et il trouve ça super absurde, mais très vite. Il dit, mais c'est débile. Mais pourquoi je tombe amoureux? Non, je veux faire ça, etc. Mais je veux me détacher de ce personnage. Il est complètement fictif. Et c'est pour ça qu'il a une sorte de dédain, voire de répulsion vers la culture otaku originelle. Mais ça c'est intéressant de le lire. Et donc, Toei fait ce film. C'est un film de Teiji Yabushita, celui qui a fait Le Serpent Blanc, et qui raconte l'histoire, mais en trahissant tous les codes graphiques de Tezuka. C'est-à-dire, Tezuka, il fait des planches avec des formes rondes, des impacts forts, un découpage ultra énervé. Et là, c'est carrément quelque chose de plus lyrique, plus grand cinéma, avec de l'animation entière, où les mouvements sont amples et agréables à regarder tout en douceur. C'est de la chorégraphie limite. Et c'est pas du tout ce que Tezuka il voulait. Et c'est pas du tout ce que Tezuka il a. Et il en ressort très amer. Ça reste un grand film. S'il fait partie des grands classiques de Toei, il est très agréable. Mais c'est pas la vision de Tezuka. C'était pas sa vision. Exactement.
Ensuite, il va travailler encore pour Toei sur Sinbad et sur Doggy March. C'est pareil, de très bons films où il va insuffler juste le scénario, il va moins s'impliquer parce qu'il sait très bien qu'en fait, il peut pas s'impliquer dans le processus créatif de ce studio. La frustration s'installe. Et de la frustration se génère la créativité. Yes. Et justement, il va se dire, pourquoi moi, je ferais pas mon propre studio dans ce cas-là. Et il va créer en 1962 Mushi Productions. C'est un studio qui se crée sous les fonds de Tezuka en tant qu'auteur. C'est-à-dire que là, ça fait près de 15 ans qu'il est mangaka professionnel, qui connaît des succès considérables, parce que la concurrence, elle n'est pas énorme. Les concurrents, ils arrivent progressivement, et c'est ses élèves, en fait, qui arrivent. Donc, c'est très important de se dire que quand il crée Mushi Productions, il n'y a aucun équivalent. Il crée un précédent, où là, on lui dit, mais comment tu vas financer tout ça? Pour l'instant, tout avec mes recettes de mangaka, donc mon salaire. Je vais acheter le bâtiment, créer le bâtiment, pardon. Vous voyez ces formes-là, elles sont pas anodines. Hein. Ça n'existe pas au Japon. Hein. Des formes comme ça, un peu bizarres. En fait, il fait ça pour alimenter la créativité, justement, l'imaginaire. Dès le départ. Ouais. Je vais engager les gens sur ma paye. Je vais prendre ma paye, je vais les payer. Super sympa. Ouais. Et je vais... Qui fait ça? Mais oui, après, c'était vraiment un monstre. Hein. Enfin, ça l'a toujours été, cet homme. Il faut dire que quand il crée le studio Tezuka, je crois qu'il est à 5-6 séries, hein, donc chapitres par semaine. Un mangaka, normalement, il doit fournir 20 pages par semaine, enfin, avec les covers, etc. Oui. Lui, il en fournissait x6. C'était incroyable. Il avait un rythme dingue. Il ne dormait quasiment pas. Et alors que son emploi du temps est saturé, il veut faire ça. D'accord. Je ne dors pas, je crée une entreprise. Et oui. Et il va débaucher du coup des artistes qu'il a connus à Toei. Ah, il y va, il est malin. Hein. Et il va dire, allez, vas-y, viens, je te paye plus. Et des gars comme Yamamoto, un grand animateur et réalisateur qui va se faire chez Mushi Productions avec Tezuka, il va le suivre complètement. Et il y a un autre gars qui s'appelle Rintaro. Ouais. Rintaro qui va également être très déçu par les films de Toei qui sont trop lyriques, trop gentillés, trop mignons, et alors qu'ils sont absolument géniaux. Mais c'est pas le truc le plus fun du monde, tu vois. C'est pas impactant. Et eux, c'est la jeune génération. Ils veulent un truc nouveau, tu vois. Et ils vont suivre Tezuka à l'aventure. Et donc, ils vont commencer à réaliser, donc, Yamamoto et Tezuka, Histoire de coin de la rue, qui est un film expérimental. C'est un film qui est sorti dans un DVD avec tous les, je sais pas s'il est encore disponible, avec tous ces films expérimentaux. Ça lance, en fait, son ambition dans l'animation de vouloir toujours innover, d'essayer, parfois de se planter, et de se relever et de s'éclater. Ça, c'est en fait juste un petit quartier qu'on voit, avec des affiches promotionnelles, des publicités, et en fait, ces affiches prennent vie dans un quartier qui voit le temps passer, la guerre passe par exemple. Incroyable. Oui, c'est assez passionnant comme film. Et ce film-là, quand il le diffuse au cinéma, déjà, tout le monde vient. Un cinéma qui est bondé. Monsieur Tezuka a fait son studio, déjà scandale. Monsieur Tezuka va lancer son film. C'est le film vitrine un petit peu. C'est son premier film. Mais qu'est-ce que cet auteur qui n'y connaît rien à l'animation, parce qu'au Japon, ils ont toujours dissocié animation et manga en termes de créateurs, va faire? C'est aberrant. Surtout avec le peu de moyens qu'il doit avoir, il n'a pas une major comme la Toei. Et donc, il va mettre... Le succès, est-ce qu'il a eu du succès, du coup? Oui, mais bien sûr, il a rempli les salles, et surtout, en fait, c'est une vitrine, comme tu l'as dit, parce que juste après, il a fait un double programme, il a montré le pilote d'Astro Boy. Pas prévu. Les gens, ils étaient, wow, qu'est-ce que c'est que ça? T'as animé aussi un épisode de Astro Boy. Donc, après ça, il va, c'est plus un pilote, après, il va en faire une série. Mais pour produire une série au Japon, pareil, qu'est-ce que tu veux faire une série télévisée, un épisode par semaine de 20 minutes, avec quel fond, quels moyens? Comment tu vas faire ça? Puis ça n'existe pas aussi à ce moment-là. Tu sais, ce qui existe, c'est que les séries, justement, américaines, qui inondent la petite lucarne japonaise. Et donc, lui, en a marre, il dit, nous aussi, on veut nos personnages à l'écran, tu vois. Et donc, il va s'imposer face aux diffuseurs et aux banquiers en disant, moi, je vous fais un épisode pour 2 fois moins cher que ce que vous me demandez. Il va dire comme ça. Bien sûr, ils vont lui dire, t'es fou, voilà, va te planter. Et en fait, il va créer un système
qui va vraiment faire école et se standardiser dans l'animation, il va revenir sur l'animation limitée d'Hanna-Barbera. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 24 images, enfin 24 dessins dans 24 images, c'est 12 maximum. Oui, parce que en fait, en une seconde d'animation, on le rappelle, il y a 24 images pour créer le mouvement. Et lui, il dit, bon, ben, on va essayer de gagner du temps. On va diviser par 2. Voilà. Sauf qu'en fait, non. Tu peux pas. Donc il va diviser encore par 3. Il va aller jusqu'à 6-8 images même. C'est assez impressionnant. D'accord. Et en fait, il va... Et même ça suffit pas à être rentable. Il n'aura pas le temps de le faire. Et il va créer plein de systèmes, ce qui fait que, du coup, il va adapter Astro Boy, un manga qu'il connaît très bien, tel quel. Le storyboard, c'est limite le manga. Et il va mettre toutes ses équipes là-dessus. Et lui, il va travailler la nuit pendant qu'il travaille le jour sur les mangas. Il travaille 2 heures. Et à son... ouais, en fait, il travaille dans un atelier à l'étage. Et en bas, là où sa femme vient servir le café à ses tantos, à ses éditeurs, qui font la queue pour s'assurer qu'il travaille bien sur le prochain chapitre. Wow. Après ça, il s'évade à vélo pour aller chez Mushi et la nuit, il travaille sur l'animé. Enfin, c'est incroyable. Sur Astro Boy, Tetsuya Atom. Alors, qu'est-ce qu'il crée avec Astro Boy en termes de technique? Déjà, l'animation limitée. Il va essayer de se dire, tiens, bon, on n'a pas d'animation, mais il faut compenser visuellement. Et ben là, il va essayer de faire ce qu'on peut appeler des économies de moyens en termes d'animation, des gros plans, un montage ultra dynamique, juste une bouche qui parle, mais un zoom arrière, etc. Il va faire que la mise en scène, elle est plus aussi classieuse en grand large que de Toei, elle est vraiment ultra dynamique, boostée. Il s'inspire clairement d'Hanna-Barbera, mais il va encore plus loin parce que son domaine, là c'est de la SF, et surtout ses visuels le permettent. C'est captivant d'avoir un astro qui bouge comme ça, qui fait un truc... Qui vole, ouais. Qui est un petit enfant robot. Et puis il a un design aussi, la ville et tout ça c'est assez captivant. Et donc, ils vont, je crois que c'est pour les 50 premiers épisodes, vraiment suivre le manga, tel quel. Voilà. Ensuite, d'un point de vue technique, ils vont réutiliser les celluloïdes. Donc là, c'est la banque système qu'ils créent. La banque système, c'est que les celluloïdes, au lieu de les jeter... Tu peux juste expliquer ce qu'est un celluloïde? Comme vous faites là, un dessin animé, vous filmez un celluloïde, c'est une feuille où vous dessinez dessus, vous gouachez, et en fait, c'est ces feuilles-là en transparence que vous pouvez superposer les unes. Donc on met le personnage devant. En dessous, vous mettez les décors, plusieurs décors s'il y a un mouvement. Après, vous avez une caméra qui filme par le dessus. Et à cette époque-là, on est sur la caméra multiplane initiée par Disney. C'est-à-dire que c'est une caméra qui permet de mettre des niveaux de celluloïdes à plus ou moins de distance en fonction de l'effet de flou que tu veux créer. Et après, de les faire se développer indépendamment chacun. C'est ce qui permet d'avoir une dynamique d'image. Eux, ils l'ont complètement comprise. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont filmé le premier épisode, le pilote, avec la caméra de Leiji Matsumoto. Oh, incroyable. Le père de Albator, Feu Matsumoto. Oui, et donc ils vont créer la banque système où ces celluloïdes, qui normalement sont jetés, il va les réutiliser. C'est-à-dire qu'il va créer plein de dessins d'Astro Boy qu'il sait très bien qu'ils vont réutiliser le plan de 3/4, le plan de face, les bouches qui parlent. Il va créer des cases dans sa banque système où, voilà, là il y a les bouches d'Astro, là il y a la tête d'Astro, là il y a le corps d'Astro. Ils vont tout réutiliser, réassembler en puzzle pour refaire, et on verra souvent des mêmes animations d'ailleurs dans Astro Boy, mais peu importe, à l'époque, sur une petite lucarne comme ça, l'important c'est de voir Astro Boy bouger, et c'est déjà la magie pour les Japonais. Et les Japonais, ils ont une production originale, pour eux, qui vient d'un Japonais. Enfin, ça marche énormément. Et donc, Astro Boy fera... Bien sûr, des petits, puisque Toei va s'en... Et puis, c'est pas une petite série aussi, Astro Boy, en termes d'épisodes. On avait une quantité... Oui, tu as 153 épisodes. Ouais, effectivement. C'est sur Astro Boy, d'ailleurs, qu'une fois ils auront fini d'adapter le manga, tu auras les premiers scénaristes d'animé qui vont arriver. Incroyable. Ouais. Je vous mets... si j'y arrive. Comment je fais pour...
va comprendre aussi quelque chose de fondamental, c'est la boucle d'animation. Celle qui se répète, qui permet que, avec le même travail d'animation, ça comble une animation de plusieurs secondes. Et pour l'enfant qui regarde Astro Boy, il s'en fiche parce qu'il voit toujours du mouvement, en fait, dans le cadre. Et justement, ce mouvement... Quand on est petit, on s'en rend pas compte, en plus. Oui, tu t'en rends pas compte. Et puis, tu vois, l'exigence de l'époque, ça n'est plus la même que maintenant. On parle d'un temps que les moins de nos parents ne peuvent connaître du tout. Donc, je vais vous montrer, par exemple, de l'animation 16 images, 12, 8 et 4. Vas-y, tu peux lancer, s'il te plaît. En fait, et ça c'est le problème qu'ils avaient décelé chez Toei, c'est que d'avoir de la full animation tout le temps, bon là on est en plus qu'en 16, il y a la 24 derrière, ça te crée un mouvement beaucoup trop fluide, pas naturel. Ça dépend le mouvement, tu adaptes en fonction du mouvement que tu as envie de créer. Et quand tu as un mouvement court comme ça, qui est en plus cyclique, si tu fais trop d'images, ton cerveau il capte pas, il a l'impression qu'il y a un malaise. Le 12 et le 8, moi j'aime beaucoup les deux, mon cœur aussi, mais j'aime bien la 12. Ça te permet de créer une saccade. Une saccade qui est naturelle. On n'est pas fluide comme ça tout le temps. Donc cette économie, elle va de pair avec le côté réaliste, en fait, de l'animation. Regardez la 6 là. C'est chouette, parce que là le mouvement il est très dynamique, mais c'est chouette. Lui il va comprendre ça. Il va dire, pourquoi je ferais 24 ? Pourquoi je ferais 12 ? Pourquoi je ferais 8 si je peux faire 6 dans des mouvements aussi rapides ? Alors pour l'autre, c'est moins probant. Tu vois là, la 8, elle marche bien. Tu vois le mouvement purement humain, en fait. Enfin voilà. J'aime bien cette petite animation parce que ça montre que, en fait, c'est pas parce que tu mets plus d'images dans ton film que c'est mieux. Ouais, voilà. Ouais. L'important, c'est styliser, c'est de bien composer ton cadre, créer des bons personnages et de faire l'illusion du mouvement constamment. C'est ça. Donc là, je vais vous parler de l'animation qui prend les œuvres d'Osamu Tezuka. Donc là, Big X, c'est un studio concurrent qui arrive en 1964 et il y a des artistes de Mushi qui vont aller là. Tu vois, à chaque fois, il y a des transfuges de partout. Du coup, Tezuka a accepté que d'autres studios reprennent ses mangas. En fait, les artistes qui étaient employés, comme Gisaburo Sugi, qui fera bien plus tard les adaptations de Adachi à l'écran, ou alors le film Street Fighter d'ailleurs. Et Gisaburo Sugi va créer un studio. Et il va dire à d'autres artistes, comme Osamu Dezaki, qui fera après Cobra et plein d'autres animés, il va leur dire de venir. Et donc, en fait, c'est là où tu vas avoir vraiment les premiers freelances qui vont travailler d'un studio à l'autre. Dezaki, par exemple, il va continuer à travailler entre les deux studios. Donc ça, c'est Big X, l'adaptation d'un manga. Et là, on est dans le super-héros de SF. Et en parallèle, juste avant, tu as 1963, Toei qui se réveille, qui va faire Ken l'enfant loup. Oui. Alors c'est très intéressant parce que Ken l'enfant loup et Astro Boy vont du coup être en concurrence. Et Ken l'enfant loup, lui, va hériter des gènes Toei de faire de la belle animation. Donc ça va coûter très cher. Et donc Toei, eux, quand ils vont voir Astro Boy, ils vont dire c'est pas de l'animation, c'est de la merde, on veut jamais de ça, quoi. Après, progressivement, Toei va devenir, va arriver dans l'animation limitée très poussée. Mais ce qui est intéressant avec ça crée de l'émulsion en fait, cette concurrence. Et en fait, tu as chez Toei et chez Mushi, tu as tous les artistes qui vont travailler sur ces deux séries qu'on connaîtra après. T'as Miyazaki, Takahata et t'as Otsuka qui vont être sur Ken l'enfant loup, Serigawa. Tous les membres du studio Ghibli, les fondateurs. C'est ça. Et sur Astro Boy, t'as le papa de Gundam, Yoshioki Tomino, qui va travailler là, Gisaburo Sugi, Osamu Dezaki, Rintaro, enfin les monstres, l'équipe, absolument, ceux qui ont construit l'animation. Et ça, c'est fort parce que c'est vraiment une œuvre fondamentale. Wonder 3. Alors, je vous ai mis cette image en grand écran juste pour vous dire, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Hein, c'est impressionnant. Hein, l'œil de Bambi. 65. Alors qu'il n'a que 24 ans, Rintaro est propulsé réalisateur de la toute première série d'animation en couleur à la télévision. Wow. Alors ça, c'était ils ont eu beaucoup d'argent parce que en fait, il y a les téléviseurs, donc c'est les marques de téléviseurs en couleur qui arrivaient sur le marché et qui donnaient de l'argent pour pouvoir faire une série en couleur. La série a été un carton, même si elle a été principalement consommée, bien sûr, en noir et blanc. Et ils en ont fait une suite juste après, encore plus violente, plus liée au manga. Jungle Tatei.
En France, on a eu l'inverse. On a eu la première série avant, la deuxième après. Enfin, c'était un gros bazar. Ils ont sorti un coffret où c'est bon, ils ont tout remis dans l'ordre. C'était super. Pareil, je sais pas trop s'il est encore disponible. Mais c'est absolument génial de voir ça maintenant parce qu'effectivement, la couleur, même s'ils avaient beaucoup d'argent. Alors là, si Astro Boy, ils n'avaient pas beaucoup d'argent au début, progressivement, Tezuka, il a été malin. Il a augmenté les budgets parce qu'après, tu deviens indispensable. Là, même avec la couleur, même avec beaucoup d'argent, tu vois qu'il fallait absolument créer des codes pour montrer qu'il y avait de l'animation sans animation. Tu vois, c'est assez fort. Cette série est vraiment, vraiment géniale. Elle est dure. C'est sa première série qui met en scène que des animaux. Oui. Ouais. Ouais, Wonder 3, il y a des humains, effectivement. Ensuite, chez Mushi Productions, on va continuer du coup à créer des œuvres de Tezuka, notamment, bien entendu, notre petit roi singe de Sayuki. Ça y est, il réalise son rêve, il veut faire sa propre version. Il n'était pas satisfait de la version. Et enfin, il arrive avec sa propre... Et là, tu vois, tu sais c'est qui? C'est Kizaburo Sugi qui s'est barré chez TMS qui va la réaliser. Ça, il n'y a pas de rancœur, ils sont tous potes, tu vois. C'est ça qui est bien. Bon, en fait, ils sont tous jeunes. Et Tezuka, il le sait, ils sont tous jeunes. Rintaro, il dit, quand moi je travaillais à Mushi, Tezuka, comme j'habite à côté de lui, il venait souvent chez moi la nuit pour aller voir les rushs et qu'on réfléchisse à comment améliorer. Enfin, il y avait pas d'ennemis. Il n'y avait pas de fin en fait. Maintenant, alors nous, à l'heure de 35 heures, ça serait impossible, hein, bien sûr. Princesse Saphir qu'on a eu en France. Et Dororo, que les gens peuvent connaître. Et Dororo. Alors Dororo, c'est super intéressant. Alors du coup, on est revenu sur un noir et blanc. Mais tu sais qu'en fait, Dororo, il le crée quand il lance le magazine Com. C'est son propre magazine de publication. Parce qu'en plus, il lance son magazine. Oui, non, mais incroyable. Voilà. Lui, il cumule. Il abandonne jamais quelque chose. Et Dororo est absolument magnifique en termes de série. C'est assez incroyable. On a eu un remake là récemment, mais voilà, c'est très fort hein, parce que c'est un manga qui est dur. Et quand il lance son magazine Com et qu'il est beaucoup plus libre, et surtout qu'il y a le Gekiga qui s'est bien instauré, alors qu'il l'aimait pas au début. Le Gekiga, c'est le manga plus adulte, social. Et du coup, il va se lancer aussi dans des mangas un peu sombres comme ça. Et Dororo, c'est vraiment une superbe série. Bien entendu. Faire que du Tezuka, ça pose des limites. Déjà, le Dimat peut se lasser, surtout qu'il y a la concurrence Toei à côté. Ils commencent à faire plein de séries d'animation. Ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont les reins pour aller sur tous les fronts, sur tous les publics. Donc du coup, Mushi Productions commence un peu à battre de l'aile et donc est obligé d'adapter d'autres mangaka. Là, on parle de Ishiro Mori, ici avec Sabu et Ichi. Absolument génial aussi cette série. Ishiro Mori, très connu. Oui, pour avoir créé Kamen Rider. Exactement. Vous avez ici Achita Nojo. Et là, Achita Nojo, c'est vraiment une sorte d'institution au Japon. C'est pas l'initiateur du manga sportif, mais c'est celui qui va l'élever vers une dimension adulte et sociale. On est dans du pur Gekiga haut de gamme, absolument dingue, avec les dessins de Chiba qui sont vraiment super. Et là, c'est Osamu Dezaki qui va arriver et il va voir que chez Mushi, maintenant qu'on ne fait pas du Tezuka, on peut faire vraiment quelque chose de différent, de plus âpre, violent. Et cette série, quand elle arrive en 1970, quand vous la regardez maintenant, vous dites, mais ça s'est passé en 70 à la télé. Il se prend des nions, il va en tôle, il se fait harceler en tôle, on le ligote, on le frappe, c'est ouf. On peut faire un petit résumé d'Ashita Nojo, Joe de demain. En fait, c'est un jeune ado qui est perdu dans la société en reconstruction, mais lui, il est resté dans les débris du passé, et en fait, il va réussir à sortir de tout ça grâce à la boxe. Mais là où, ce qui est super bien, c'est là où on va lui demander de venir dans cette reconstruction, cette américanisation, ce capitalisme. Lui, il va le rejeter profondément tout au long du manga. Il va vouloir ne faire que de la boxe et d'être toujours plus fort, mais sans jamais dans les paillettes, les strass qu'on va lui imposer, sans jamais répondre à la starification, tu vois. Et lui, il veut juste la pureté du mouvement de la boxe. Et c'est absolument incroyable. Et puis c'est un point de départ pour aussi beaucoup de mangaka qui ont voulu faire du shonen d'aventure, de toujours se relever, ce côté... alors on dit ça chez nous, le neketsu, oui, effectivement. Qui fait que le personnage, une fois à terre, remonte et repart se battre.
C'est ça, exactement. Beaucoup se revendiquent de Ashtanojo. Tezuka, qui n'a pas assez de casquettes, va dire « Allez, maintenant, on fait des longs métrages. » On fait des longs métrages d'animation avec plus de moyens, plus de budget, donc qui vous permet d'adapter des œuvres ou des biopics. Là, on a les 1001 nuits, qui est une sorte de mélange. De toutes les 1001 nuits, d'ailleurs. C'est 3 films sortis en France, en plus. Oui, totalement. Les 1001 nuits, en 69, c'est le premier film érotique, ouais, il va partout, le premier film érotique d'animation qui a été créé. Et donc, c'est une adaptation pop. Il y a de la musique rock dedans, avec Aladdin qui marche dans le sable, les filles à poil partout. Enfin, c'est vraiment une sorte de délire incroyable. Mais comment on passe on fait des petits animaux dans la nature à on fait un film érotique Bonne question. Est-ce que tu as vu Phoenix de 2772 ? J'ai vu Phoenix. Grand film, on en reviendra vite fait tout à l'heure. C'est un film qui vous montre une grande épopée spatiale à la 2001, des trucs très durs à voir à l'intérieur, comme des trucs très mièvres à voir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va, au sein d'une œuvre, cibler plein de gens, au point que des fois, Tezuka a une sorte de schizophrénie créative. C'est ça. Il crie tellement que des fois, il sait pas trop où il va, ou alors il sait, mais du coup, il veut cibler trop de gens en même temps au sein d'une seule œuvre. Dis-toi que, en fait, malgré tout, Astro Boy n'a jamais été rentable. Ah ouais, d'accord. Ok. Et il a aussi inventé un autre truc, c'est le marché du goodies. C'est grâce aux goodies, et c'est pour ça qu'il a dit que non, on y va même si c'est pas rentable. C'est parce que en vendant des goodies avec donc le copyright, il savait que c'est comme ça qu'il allait pouvoir financer son studio. Sauf que voilà, il a des ambitions dévorantes. Les 1001 nuits est un petit succès sympa, d'accord ? C'est pas le gros succès de fou, c'est normal, c'est érotique, c'est de niche. D'ailleurs, tu sais que lui, il a été inspiré le design par Belmondo. Ah. Et ce qui est drôle, c'est que dans les années 70, il va avoir un nouveau assistant pour ses mangas, qui s'appelle Buichi Terasawa, et qui va s'inspirer aussi de Cobra de Belmondo pour créer Cobra. Juste après, toujours avec Monsieur Yamamoto, il va créer Cléopatra. Alors, celui-là, c'est mon préféré des trois. Il est absolument fantastique. Il est d'un fun absolu. Et après 70, il va devoir, c'est en 71 même, il va devoir quitter Mushi. Pourquoi ? Parce que malgré que lui, il ait un petit succès et que lui aussi, ça fait fondre les fonds des studios et que les séries, il y a trop de concurrence, pareil, elles sont moins rentables. Du coup, et pareil, les auteurs se propagent. Il y a du Go Nagai qui arrive, il y a du Shinemori aussi. Enfin, il n'y a plus l'hégémonie, en fait. Donc, le studio bat franchement de l'aile et du coup, il doit s'en aller pour pouvoir se consacrer qu'à ses mangas, les seules choses qui sont extrêmement rentables et qui payent tout le studio et les dettes. D'accord ? Le studio, finalement, va progressivement s'écrouler. Et l'une des dernières œuvres, c'est Belladonna, réalisée uniquement par Yamamoto. Donc si un jour on vous dit que c'est de Tezuka, c'est complètement faux. Il n'a jamais travaillé dessus. Il n'était pas sur le studio. Il n'était même pas producteur. C'est juste que Mushi appartenait à Tezuka. Et donc... c'est mon préféré. Mushi Productions va s'écrouler. Ils vont quand même réaliser l'une de ses dernières séries centrée sur un manga de Tezuka, c'est Merveilleuse Melmo. Va s'écrouler. Et du coup, c'est Tezuka Productions donc, qui sera la partie manga, qui deviendra vraiment la société ultra importante de Tezuka. Et en repartant sur le manga, il va arrêter l'animation. C'est un crève-cœur pour lui. Il va carrément l'arrêter pour se consacrer à toutes ces séries qu'il fait, où il a des retards considérables. Il faut absolument qu'il sorte la tête de l'eau. Et c'est très bien, il s'y lance à fond. En parallèle, tu as quand même des séries qui se font sur son univers, parce que son univers est tellement important que, bien entendu, on veut le voir toujours à l'image. Tu as Yumi no Triton, qui est la toute première série centrée sur Tezuka, réalisée par Yoshiaki Tomino. Le papa de Gundam. Elle est vraiment très fun. Tu as Jeter Mars, qui est une sorte d'aberration magnifique. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup cette série. C'est en fait la volonté de Toei de relancer Astro Boy en couleur. D'accord. Et donc, ils appellent le jeune studio Madhouse, qui est un studio sous-traitant, parce qu'ils connaissent bien, ils viennent tous de Mushi Productions, pour venir travailler. Sauf que Toei et Madhouse, clac, tu vois, ça marche pas super. Et en fait, c'est Masao Maruyama, le créateur de Madhouse, qui appelle Rintaro comme une faveur, dire tu peux venir, s'il te plaît, réaliser Jeter Mars. Et en fait, ton maître. C'est un calvaire. C'est un vrai calvaire, alors qu'il y a tous les talents du monde. Il y a même des acquis, il y a Yugo Serikawa qui fait les grands films de la Toei. Il y a plein de... Du coup, ils devaient se demander, mais comment ils ont fait à l'époque, quoi ? Eh bien,
Le truc, c'est que du coup, c'est un développement très infernal. Et à la production, en fait, juste avant en plein développement sans arriver à la production, ils se rendent compte qu'en fait, Tezuka, il a pas les droits d'Astro. Il a fait quoi? Il a pas les droits d'Astro de diffusion. Donc, du coup, il faut changer en vitesse les designs. Et donc, Astro, il a pas les droits de non, son bébé. Voilà. Donc, c'est un Astro Boy. On a l'impression que ça fait un Astro Boy Wish, tu vois, mais pas du tout. C'est super joli, c'est plus sombre, plus mature. Mais le public japonais, il est vraiment pas réceptif parce qu'il trouve que c'est un plagiat totalement. Et finalement, c'est un peu ce que c'est, puisque du coup, c'est plus le même personnage. Et il va aussi créer l'histoire de ce film-là, Tezuka. C'est Tenguri, c'est le premier film de Yasuo Osuka, et c'est le seul film d'ailleurs qu'il fera. C'est le grand animateur qui va... le maître de Miyazaki et Takahata. Et ce qui est drôle, c'est que dedans, Otsuka, il va demander à Miyazaki de venir en renfort pour la séquence finale, où il y a plein de gens à l'image, parce qu'il était débordé complètement. C'était drôle. On s'improvise pas réalisateur. Hein, en fait, tout ça fait naître tellement de grands encore aujourd'hui. Voilà, c'est que Tezuka est là partout, en fait, parce qu'il fait partie de la culture moderne, et même encore actuellement. Hein. Tezuka est important. Quand vous arrivez à Tokyo, vous avez une affiche « Welcome to Tokyo » avec tous les personnages de Tezuka. C'est incroyable. Donc, Tezuka, pendant qu'il fait ses mangas dans les années 70, il va aussi aller au Japon, aux États-Unis pour pouvoir prêcher la bonne foi. Il va prendre ses pellicules sous son bras et il va aller montrer aux États-Unis ses films. Il va regarder ce qu'on vaut, quoi. Ouais, exactement. Il va prendre les téléfilms qu'il avait fait, il va prendre, parce qu'il a refait un téléfilm en 65 de L'île au trésor. Il va prendre ses animérama, il va leur montrer, pour leur montrer quelque chose de plus exotique, et puis aussi s'abreuver de leur savoir. Et en parallèle, il va regarder, voilà, il y a un problème avec la fiche de Star Wars. Il va regarder beaucoup de films américains de science-fiction, notamment là, vous avez Zardos, Star Wars, La planète des singes. Ça, c'est le Ralph Bakshi de Le Seigneur des Anneaux. Oui, la version d'Azimé en pour lui. Rotoscopie, c'est ça? Exactement. Partiellement en rotoscopie. Hein. Vous avez Star Trek de Robert Wise qui relance la saga, enfin la suite de Star Trek. Et donc, c'est pour lui très important. Il voit ça, il est subjugué. Il va voir aussi Jaws, enfin les Dents de la Mer. Il va voir des grands blockbusters. Et plus tard, c'est Conan qui va l'inspirer et tout. Enfin, il va vraiment s'abreuver de tous ces grands films que proposent les Américains. Il va dire, en revenant au Japon, mais moi je veux faire ça. Je veux faire ça. Et du coup, Tezuka Productions va devenir un studio d'animation. Et donc, vous avez deux films qui vont sortir la même année parce que il voit les choses en grand, lui, à chaque fois. Du coup, on est d'accord, Mushi Production n'existe plus. C'est Tezuka qui prend le... Tezuka montre ses travaux aux États-Unis, il voit ce qu'eux ils font, il se dit, ok, j'ai envie de faire quelque chose qui y ressemble. Il a toujours été influencé du coup par les travaux américains. On a pu voir avec Bambi, Disney, et là d'un coup, on a du coup une nouvelle vague de dessins animés. Il reprend le cheval, il se remet sur le cheval, et c'est parti avec des productions animées. C'est ça? Exactement. Quand il est allé aux États-Unis pour voir le parc Disney, il a rencontré Disneyland. Pour lui, c'est une rencontre de quelques secondes qui a été pour lui sacralisée dans sa tête. Super. Les États-Unis, pour lui, c'est un modèle. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'ils étaient éduqués à l'ère d'après-guerre par l'occupation américaine. C'est le capitalisme qui s'est pointé, et lui, il voyait pas l'aspect politique. Il voyait l'aspect thématique. C'est pour ça qu'il a toujours été... Ces œuvres ne sont pas politisées? Non, c'est la défense animalière, l'écologie, la défense de la femme. Voilà, c'est des regards assez intéressants. Mais lui, il veut arriver là, il veut mettre ces thèmes-là dans des films, bien sûr, mais il veut s'éclater, proposer du grand divertissement. C'est ça qu'il dit d'ailleurs. Je veux faire des grands films de divertissement. Il veut faire rêver, comme toujours, mais là, au cinéma ou à la télé. Et il a de la chance, c'est que Kon Ishikawa, un grand réalisateur, qui a fait notamment Fire on the Plane, veut faire en fait Phoenix, l'adaptation de son manga, un grand manga incroyable qui se passe sur des générations, enfin c'est fou. Et donc il va faire un film live et il va commander des séquences d'animation, et c'est Tezuka Pro qui va animer les séquences d'animation. Donc déjà ça, Tezuka Pro, il faut qu'il ramène une nouvelle équipe, d'accord? Beaucoup sont ceux qui connaissaient déjà, bien sûr. Et en parallèle, il va répondre à une autre demande de la chaîne NTV, Nippon TV, qui est qu'ils vont lancer un programme pendant l'été, en août, de 24 heures
de programmation centrée sur l'amour sauve la Terre. Et ils vont commander à Tezuka, alors que c'est dans moins d'un an, un long métrage. Il va faire Bonder Book. Bonder Book est une œuvre importante pour Tezuka pour plein de raisons. Déjà, c'est le premier téléfilm d'animation tout court. Voilà, c'est un long métrage. Il en avait fait un en 65 sur l'île au trésor, c'était un moyen métrage. Pionnier dans tellement de domaines. Partout. Et donc, il va surtout en profiter pour mettre tous ses acteurs. Et je dis bien ces acteurs, parce que ces personnages, il les voit comme des acteurs, comme les Jim Matsumoto fait avec Albator, tu vois, il les remet dans des autres contextes, d'autres situations. Bah, lui, c'est la même chose. Et du coup, c'est tout ce qu'on appelle le star system, pour ceux qui connaissent bien Tezuka. Ces personnages, il les remet partout. Et bah, il va les mettre à fond dans cette grande aventure où Bonder, il va traverser l'espace, etc. C'est un très, très gros succès. NTV va en recommander beaucoup. Et le prochain film va être Le Crossover, et on va revenir après. Mais pour rester dans la dynamique de grosses productions, il va adapter lui-même donc Phoenix, L'Oiseau de Feu, donc de 1772, qui est un film remarquable en bien des points, très inconstant parce c'est très gourmand, il veut tout mettre dedans, tout ce qu'il sait faire ou pas, il veut être expérimental. Et en étant expérimental, justement, il va dénicher d'autres réalisateurs qu'il va réutiliser pour ses films expérimentaux. Enfin, c'est absolument fou la dynamique qu'il crée d'équipe. Et ce film, vous pouvez l'acheter, il est dans les bacs, vous pouvez l'acheter à moindre coût. Regardez-le, c'est absolument dingue. Je dis pas que vous allez passer le meilleur moment de votre vie, hein, mais c'est... Et puis vous pouvez le trouver bizarre un petit peu le film, parce qu'on parlait de schizophrénie tout à l'heure, c'est dans ce film-là qu'il y a ces fameuses séquences où c'est très très sombre, et d'un coup ça va se transformer en clip musical avec des animaux. Ouais. Vous avez de la SF pure, vous avez des tripes d'animation qui sont considérables. Voilà, ça c'est un super film. Qui est unique, hein, parce que c'est le seul très grand film qui va finalement mettre au cinéma. Bien sûr, il y avait les Animérama, mais là, c'est une grosse production, grosse équipe qui remplit vraiment tous les studios de Tezuka Pro, parce qu'à l'époque, les animateurs, toutes les équipes venaient au sein des studios, hein, ils faisaient pas ça chez eux. Et donc, je reviens vite fait sur Love Saves the Art. C'est donc l'amour sauve la terre. Le fameux crossover dont... Voilà, le fameux crossover. En fait, on va lui commander chaque année un film en plus. Donc, Tezuka Pro sera toujours enchaîné à une production de NTV. Et donc, il va... Donc, une flopée de production. Oui. Et surtout, c'est ça, le crossover ultime. Marine Express. Dedans, tu as tout le monde. Incroyable. En un film, il te fait en fait 2 films de la SF, de la guerre moyenâgeuse. Il va te mettre, bien sûr, du Astro qui s'appelle Adam dessus. Le roi Léo, en fait, c'est un lion qui vole. Voilà, il va te mettre Saphir qui est une princesse. Ça reste cohérent malgré tous les personnages de ces séries qui ressemblent. Mais c'est déstabilisant. Ça, c'est impressionnant parce que ces films-là, c'est pour ma part ce qui se rapproche le plus de l'âme de Tezuka. Comme c'est du téléfilm et que le thème, ça lui porte au cœur, et il va vraiment s'éclater. Ça, par exemple, Full Moon, c'est une adaptation d'un manga de jeunesse qui s'appelle The Next World. Incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez le film de McKay, là, Don't Look Up. En fait, c'est vraiment la même chose que ce film-là. C'est en gros la Terre qui va exploser et les humains ne veulent pas l'admettre. Et vous avez ça, Bremen 4, qui est co-réalisé par un réalisateur extrêmement important de Tatsunoko, donc un mec qui est extrêmement hardcore. Du coup, dedans, c'est fou, tu as des séquences musicales ultra mignonnes et tu as des séquences guerrières, mais de la charpie, les gens, c'est ultra violent, c'est suffocant, hein, c'est incroyable. Donc regardez les enfants. T'as des oppositions incroyables, mais folles. Prime Rose, qui est un film qui est lancé directement quand la production du manga se fait, donc c'est une cross-média. Ça, c'est réalisé par Satoshi Dezaki, qui avait réalisé aussi Marine Express, et qui est le frère d'Osamu Dezaki. Donc on a Marine Express, pas Marine Express, mais Border Planet, qui est le tout premier omnibus créé dans l'animation japonaise, donc un film à sketch. Sauf que là, c'est assez incroyable parce qu'il fait la même histoire, mais avec 6 réalisateurs différents, qu'il va chapeauter, bien sûr. Et du coup, c'est absolument fantastique. C'est l'histoire
d'un homme pour sauver sa femme, enfin la femme qu'il aime. Il va traverser l'univers à la recherche d'un antidote sur un virus. Enfin, c'est incroyable, c'est fort, c'est puissant. Et à chaque univers, son petit court-métrage, c'est ça? Hein? Et à chaque univers, son court-métrage, c'est ça? Par des réalisateurs différents? Alors, pas forcément à chaque univers, mais à chaque partie du film. Trop bien. Et en fait, tu as une DA quand même qui est assez magnifique, qui est faite par le directeur d'animation Calamé Productions, qui fait Windaria, qui fait le premier OAV ultra populaire qui s'appelle... Alors, Burst. juste pour rappeler, qu'est-ce que c'est un omnibus? Tu as dit c'est plusieurs... on va peut-être donner un exemple. Animatrix, si des gens ont vu l'animation. Memories. Ou Robot Carnival, pour ceux qui ont connu. Donc c'est un film avec plusieurs sketchs qui ont une thématique commune. Voilà. Une ou plusieurs. Eh ben, c'est super. Il fait Baggy. Là, c'est l'œuvre où il s'implique, l'œuvre animée, où il s'implique personnellement, parce que c'est bien sûr ça, il délègue beaucoup. Personnellement, il a 9 rôles sur ce film, que ce soit la mise en scène, le storyboard, l'histoire originale, le scénario, l'animation. Il s'implique énormément. Ça s'appelle Baggy. Et ce film, pareil, il est dans la... C'est malaisant parce que c'est la relation entre une femme chat qui mute à cause de manipulation génétique et un jeune garçon qui va grandir et à force de quiproquos, etc., va y avoir une chasse qui va s'organiser. Oh, c'est fou. Et ça, c'est le dernier film que va produire Tezuka Productions pour NTV, qui est Je suis Sangoku, qui est un film assez incroyable parce qu'en fait, il va être en pleine production de ce film quand Osamu Tezuka va décéder en 1989 donc. Et donc c'est en pleine production de cette adaptation donc de Sangoku. Et en parallèle du coup, alors qu'il est décédé, Rintaro va être appelé pour faire une deuxième partie dans ce film centrée sur la jeunesse de Tezuka. Et c'est dans ce film qu'on apprend combien Tezuka il a été happé par le premier film chinois, l'Hirondelle de oui. L'éventail de fer. Et c'est un film, mais quel extrêmement touchant, parce ça parle de Tezuka, et ça sort quand Tezuka vient de décéder, et c'est fait avec tellement d'amour que c'en est incroyable. Je crois que pour la petite anecdote, Tezuka, à l'hôpital, continuait de dessiner. Oui, sur totalement. Sur son lit d'hôpital. Oui, il y a ses éditeurs qui faisaient encore la queue à l'hôpital. Incroyable. Mais il voulait, c'était Tezuka qui le souhaitait. Au grand dame de sa famille et de... En fait, il incarne, c'est pas seulement quelqu'un qui a créé des univers fous, c'est quelqu'un qui est cet univers, il incarnait l'animation. Son nom de dieu du manga n'est pas volé, en fait. Pour aller jusqu'au bout. Oui, il a été dans chaque étape, jusqu'en 89, de l'animation. Et là, on voit ça, mais on va continuer, tu vas voir qu'en parallèle, il y a encore plein de choses qu'il a fait dans ces 10 dernières années de vie, qui sont assez majestueuses. Là, c'est vite fait pour vous focaliser. Donc ça, c'est toujours Je suis Sangoku. Vous voyez, on voit Tezuka grand aussi. Donc c'est réalisé par Rintaro et Masami Hata, qui faisait partie aussi de l'équipe Mushi. C'est là depuis quasiment le début. Hein. En fait, il est très fidèle à ses collaborateurs, hein, Tezuka. Hein. C'est pas. En fait, il disait c'est quelqu'un qui est assez exigeant, mais qui ne trahit pas. Tu as aussi Rintaro. En hommage à Tezuka, en 94, il va faire pour le musée justement centré sur Tezuka, Osamu Tomodachi, qui est un film vraiment superbe. Malheureusement pas diffusé en France, mais c'est vraiment super. Et c'est Rintaro, et c'est l'écho vraiment de ce film-là. Par contre, là, on passe sur des animations plutôt folles. Hein. On est plus sur le 12 images par seconde. Là, je crois, si je me souviens bien. Si on reste sur de l'animation limitée, 12 images par seconde, même celui-ci. Mais regarde les designs là, rien que là, tu vois un double niveau d'ombre. Ouais. Tu vois, c'est pas la même ombre là que vous avez là, ici, et la couleur de la peau ici. Ça, mine de rien, c'est du travail conséquent. Et c'est en ça que les Japonais, dans les années 80, ils se démarquent de toute l'animation internationale. C'est sur ces niveaux d'ombre parce que ça donne une dynamique, une profondeur dans l'image qui est absolument génialissime. Années 80, un petit retour en arrière. Astro Boy, nouvelle adaptation par Tezuka Productions. Ils ont retrouvé les droits, c'est tout bon. Et ça, c'est celle qui est principalement connue en France, qu'on a eu quand on était enfant, et qui est vraiment superbe. C'est une belle adaptation. Tu vois, c'est celle qui est d'ailleurs la plus connue à l'international, hein, même si le premier Astro était sorti aux États-Unis. Celle-là, elle est vraiment merveilleuse parce que ça modernise vraiment les histoires. Il ne reprend pas telles quelles les histoires et c'est top. Et en parallèle, il va créer le tout premier OAV. C'est lui. C'est pas Mamoru Oshii. Officiellement, c'est Mamoru Oshii avec l'OAV d'Alos. Eh oui. Parce qu'en fait, il sort avant.
D'accord. Il va créer The Green Cat, qui est en fait une adaptation d'un de ses mangas. C'est des mangas où c'est des histoires courtes qu'il avait fait, qu'il avait appelé Lion Books. Et en fait, The Green Cat, c'est un film assez intéressant parce que donc il le sort à destination. En fait, c'est pas le premier OAV parce qu'ils le sortent pas à destination de la vidéo. Ils le font, mais ils savent pas comment le diffuser. Et en fait, ils vont le diffuser plus tard en vidéo. Mais il a été créé bien avant, enfin dans l'année de Dallos, mais avant. C'est Dallos. Alors, là, comme ça, vous vous dites « Wow, c'est cool !» Mais en fait, c'est un film très inspiré de The Thing. Ce petit chat mignon, il est pas si mignon que ça. Et là, il profite du format OAV, justement, pour faire un truc horrifique, encore un autre genre. Et il s'éclate, vraiment, là-dessus, à surfer sur les gens, à faire à tromper son monde pour pouvoir nous surprendre. C'est un super film qui lance la saga des Lion Books, des courts-métrages issus de son manga. Et donc là, on a Rainbow, qui est un super film avec un yokai, une histoire d'amitié, c'est passionnant. Là, on a un regard sur l'otaku, mais de base, celui qui est amoureux fou d'une idole, qui a un poster, et l'idole du poster prend vie, c'est absolument dingue. Yamataro Comes Back, c'est réalisé par celui qui avait fait Baigi avec Tezuka, et c'est encore quelque chose sur la défense animalière. Ensuite, bien sûr, Tezuka va décéder, et ça va être repris par son fils. Et par exemple, là, qui va produire, et ça, c'est son premier film qu'il va réaliser. Son fils, Makoto Tezuka, qui est maintenant président de Tezuka Productions, et qui va vraiment essayer de faire perdurer l'œuvre de son père à travers d'autres réalisateurs, à travers d'autres adaptations de ses œuvres plus modernes. Et c'est grâce à lui qu'on a le passage à l'an 2000, fabuleusement bien amené par Tezuka Productions. Donc en parallèle, en 85, il va faire Love Position, The Legend of Halley, qui est en fait une sorte de reprise de Starman de Carpenter, mais avec l'ambition de rebondir sur l'engouement de la comète Halley en 85. On n'est plus du tout sur un chara design, en tout cas sur le style Tezuka. Mais c'est normal parce qu'en fait, lui, il le sait bien que son style, il peut pas rester figé dans les années 50, tu vois, ses formes arrondies. Il faut absolument avoir des designers qui modifient, qui vont l'adapter, qui vont le moderniser. Oui. Et je vais revenir vite fait sur... Voilà, tu vois, te dire que ça c'est du Tezuka, bah non. Ouais. Ça, en fait, Tezuka, il va faire les personnages principaux, c'est pour ça qu'il est quand même qui est crédité au chara design, comme lui, par exemple. Mais en fait, derrière, il va y avoir d'autres artistes qui vont s'en occuper. Mais c'est pour ça, tu peux pas faire des œuvres modernes, adultes, avec le chara design tout le temps arrondi de Tezuka. C'est possible, hein. Rintaro va le faire derrière avec Metropolis, par exemple. Mais ça sera un hommage aussi, tu vois. Et ça sera un peu rétro-futuriste, cyberpunk. Mais voilà, il sait très bien qu'il faut s'entourer de gens, qu'il faut déléguer. De toute manière, lui-même, il ne peut pas tout faire. Puisque quand il fait encore ça, il fait les Lions Book, il fait encore ses films expérimentaux. Voilà, il continue à faire ses films expérimentaux. Et donc, voilà, il n'a pas de vie. Il vit pour son travail. Métier. Après, on va dire, oui, mais du coup, il avait quand même des enfants, un fils, une fille, j'ai failli le dire, mais j'ai pas il fait même un manga sur la vie avec ses enfants. Donc, allez, marche. Papa, tu joues avec moi? Non, je le fais déjà dans la case. Non, pas vrai. En fait, bon, après, c'est les versions officielles. Si vous écoutez, c'est un grand papa, un peu gaga, et c'était quelqu'un de humainement formidable. Et ça, franchement, j'en doute pas. Parce que quand vous l'écoutez dans les interviews, les rares interviews qu'il y a, ben, on sent cette petite passion juvénile qui reste en lui, même dans les dernières interviews. Ouais, Dans le DVD des films expérimentaux, c'est fabuleux d'écouter un tel monstre comme ça. Tu sais, on le voit un peu dans une figure un peu divine, et on se dit, mais on peut pas le regarder parler, ça fait bizarre. Et c'est fabuleux de voir qu'en fait, c'est juste un individu qui est dévoré par la passion, mais qui a une conscience du système et de l'industrie. C'est fabuleux. Et donc, il va faire... Il a l'air aussi gentil que certains de ses personnages. Oui, je pense que vraiment, c'était un bourreau de travail, mais pas un dictateur, tu vois, dans son studio, c'était pas un Tomino ou un Miyazaki. Ouais. Donc là, ces films, vous pouvez voir, j'aime bien cette image parce que ça vous montre qu'à chaque fois, il y a un style graphique très très différent. Notamment le film cassé, qui revient sur une animation disneyenne en jouant avec la pellicule qui saute. Normalement, on se dit que c'est un problème technique, et après, en fait, tu vois que les personnages
passe d'une pellicule à l'autre et tout ça, et c'est un truc ultra vivant, c'est fabuleux. Vous avez Jumping, qui est animé. Alors j'ai oublié. Alors c'est aussi un omnibus. Là, je vois plein de. Non, c'est des films expérimentaux. D'accord. Ok. Donc ça, c'est animé par Junji Kobayashi. Et c'est très important parce que Junji Kobayashi, dans son art, va vraiment travailler sur ce que lui a appris Tezuka. Sur 2772, donc le grand film Phoenix, Tezuka va dire, écoutez, les mecs, il va arriver un matin en mode, les gars, j'ai une idée folle. Vous savez là où il va aller dans la ville? Eh ben, on va prendre la caméra et ils viennent en voiture, et on va prendre la caméra, on va les suivre, mais par-dessus. Ouais. Et on va les ramener comme ça, et la voiture, elle va avancer, et ça va être un truc de fou. Et là, il y a tout le monde qui dit, mais non, tu sais qu'on n'a plus le temps, on n'a pas d'argent. Enfin, voilà. En fait, il va mettre un seul individu dessus, qui veut faire sa place, qui veut faire son trou, c'est Junji Kobayashi. Et il va donc reproduire tout en maquette, il va tout photographier, il va tout redessiner, image par image, le décor, la voiture qui avance. C'est un plan de 50 secondes énorme. C'est incroyable dans ce film. C'est pour ça, 2772, moi je vous le conseille très vivement. Il va faire Jumping, le saut, qui est un film de 5 minutes où c'est une vue subjective d'un enfant qui saute sur un petit ballon sauteur. Enfin, on voit pas que c'est un ballon sauteur, mais on le devine qu'il est dans la rue. Et progressivement, il va sauter de plus en plus haut, de plus en plus haut. Il va grandir. Et l'enfance de Mario, c'est ça. Mais ça va être une sorte, ça va être une sorte d'allégorie du passage à l'âge adulte, à la vieillesse. C'est chouette, mais ça va être un trip visuel où tous les plans, tous les dessins, des décors et tout sont animés. Donc là, il n'est pas question de superposer les celluloïdes. Un celluloïde, et je dessine tout au fur et à mesure. Et c'est absolument fantastique. On est en quelle année, là? Le saut, c'est 85 ou 86. D'accord. Et donc, il y a La Légende de la forêt. Ce film-là, vous voyez, avec les nains. Les 7 nains. C'est des lutins, en fait. C'est des lutins. C'était pas vraiment des nains. La Légende de la forêt, c'est son œuvre cathartique. C'est-à-dire que c'est là qu'il va exprimer le plus sa rage et son amour. Parce que là, il va dépeindre, en fait... Alors, c'est assez fou, hein, c'est un film d'une demi-heure qui est vraiment monumental. Déjà, il va exprimer, donc, il va montrer la vie dans la forêt. La vie d'un écureuil qui va, pareil, évoluer socialement. Et donc, progressivement, il va voir son environnement. Je ne sais pas si vous avez vu Pompoko. Pompoko, hein, c'est les tanuki. Leur environnement, il se réduit de plus en plus. C'est la même chose, sauf que c'est avant. Et donc, vous avez l'environnement qui se réduit parce qu'il y a les machines qui arrivent et qui détruisent la forêt. D'où la tête qui tire, là. Pas encore, là. Pas encore. Et vous voyez celui qui commande les machines, les Caterpillar. Ça me dit quelque chose. Oui. Donc, alors, c'est très très fort comme thème parce qu'en plus c'est symphonique, il y va à fond, il met vraiment son âme dans ce film. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que c'est un hommage à l'animation elle-même. Là, vous voyez, on est dans le début du film. Là, on est vraiment dans l'ordre chronologique que je vous ai fait. Le début du film, c'est des images figées qui font penser aux gravures. L'histoire de l'animation, en général, c'est pas que l'animation japonaise. Là, on est sur le zootrope. Là, on est sur le dessin fait au balbutiement de l'animation par Émile Coll sur un tableau où il effaçait, il remettait, d'accord. Après, on est sur là, c'est un hommage au premier dessin animé avec les dinosaures, le Gertie, de Winsor McKay. C'est super. Et puis après, on va arriver tout progressivement vers des animations que nous, on connaît un peu plus, l'animation disneyenne, que ce soit en noir et blanc, les Silly Symphony, bien sûr, qui sont passés aussi du noir et blanc à la couleur. Et après, donc, on va arriver sur quelque chose. Est-ce que ça vous fait penser à une sorte d'animation, ça? Là, il va nous parler d'Hanna-Barbera. Tu vois, c'est des formes très anguleuses, comme les pierres à feu, tu vois. Et c'est normal, parce que pour montrer la pureté de la nature, il va l'animer en full animation. Oh. Il va l'animer comme ça, comme Blanche-Neige. Regarde cet hommage à Blanche-Neige, où ils sont tous avec des formes bien arrondies, toutes jolies. Donc pas du tout l'animation limitée, on est sur du 24 images. Alors, c'est Tezuka, il est malin. D'accord. Il fait, en fait, l'animation des personnages, elle est sur, en vrai, une frame sur deux, mais le décor, les effets, il est dans les in-between. D'accord, ok. Donc en fait, il y a toujours une information différente, mais le mouvement, lui, il n'est pas sur... ça bougera tout le temps, d'accord. Ouais, ça bouge tout le temps, c'est incroyable. Et du coup, ce qui est fort, c'est que tu vois, les Caterpillars, pareil, les formes très anguleuses, seront animées
en animation limitée, pendant que la forêt va à la fin, et quand je vous dis que c'est cathartique, c'est incroyable, la forêt va se déchaîner contre les machines pour les engloutir et leur dire stop. T'as l'animation en full animation qui vient sur l'animation limitée pour la manger, la détruire, la dégager. Et c'est incroyable, c'est en mode respecter notre pureté, respecter notre environnement. C'est fou, c'est totalement fou. Voilà, c'est un film vraiment absolument génial. Donc là, Tezuka, c'est bon, il ne fait plus d'animation, il est décédé. On va revenir encore en arrière pour vous dire combien ces 10 années sont incroyables. 79, 81, 83, il y a un jeune studio qui s'appelle Madhouse, donc qui est sous-traitant, qui va faire une trilogie, un court-métrage et 2 longs-métrages centrés sur le manga Unico, qui a été créé en partenariat avec Sanrio, parce que c'était avant Hello Kitty, c'était une mascotte créée par Tezuka, là encore, une sorte de précurseur. Donc c'est réalisé par Toshio Hirata, bien entendu un ancien poteau de Tezuka, et surtout qui va être très important dans le studio Madhouse après. Et donc c'est absolument fantastique. Pareil, on les a pas eu en France. Ça paraît tout mignon comme ça, mais comme Tezuka nous l'a appris, le mignon, c'est toujours confronté aux choses les plus obscures, les plus sombres. Oui, on pense au Roi Léo. Le Roi Léo, c'était pas si mignon que ça. Hein. Non, alors mais pas du tout, le Roi Léo. C'était horrible. La petite licorne, là, Unico, elle est traquée par un démon et elle doit toujours partir. Donc elle vient dans un monde, elle aide les gens. Guts avant l'heure. Et elle est partie. Exactement, mais c'est exactement ça. Dans ce film-là, c'est beau, c'est tellement beau, c'est un film incroyable. Et celui-là, il est un peu plus fun, mais tout non moins horrible. C'est que ce monstre-là, il domine un monde et il y a un combat final incroyable dans un monde tout en mouvement. Oh, c'est fou. Enfin voilà. Donc là, tu as une nouvelle génération qui arrive et qui prend les œuvres du maître pour en proposer quelque chose de fondamentalement très cohérent avec l'œuvre du maître, hein, il ne va pas la trahir, mais différente, moderne. Et tu as notamment Rintaro, toujours chez Madhouse, qui va faire son adaptation de Phoenix. Phoenix, qui est un peu très difficilement adaptable, parce que c'est des œuvres quand même qui sont des grandes histoires, mais qui ne se suivent pas à travers les tomes. Et donc là, c'est des airs, tu vois, par exemple. Tout à gauche, juste pour vous dire, c'est bien son nez, en fait, qu'il a. Voilà. Alors Tezuka s'est toujours montré avec un gros nez, puisqu'il avait un nez qui était bien là, effectivement, et donc il s'est toujours montré comme ça. Donc effectivement, là, quand il fait ça, Tezuka, il parle de lui, en fait. Et en fait, Tezuka, j'en ai pas dit là, on pourrait en parler des heures et des heures. Tezuka parle souvent de lui dans ses mangas. Et donc là, c'est Phoenix, c'est un film cinéma réalisé par Rintaro, c'est absolument génial, une nouvelle histoire, une timeline différente réalisée par Monsieur Hirata, justement, de Nico. Ah, et ce sont des suites ou ça? Non, c'est des histoires différentes à chaque fois, dans des époques différentes. Très là, bien. on est sur des OAV, toujours produits par Rintaro. Et en fait, c'est vraiment très très beau, des histoires intenses. Tu te dis, mais waouh, c'est fou d'avoir modernisé ça avec des nouveaux designs et surtout une production, parce que Madhouse a amené ça, une production centrée sur les adultes et qui avait des visuels beaucoup plus léchés. Et donc, tu as aussi, là, c'est Kawajiri, celui qui va faire Ninja Scroll et Vampire Hunter D Bloodlust, qui a réalisé ce film, qui est un film spatial et qui est absolument, absolument génial. 97 sort La Bible. Par oui, Osamu. c'était en 97. Oui. C'était précurseur à tout. En fait, c'était une œuvre de 89 par Tezuka lui-même, qui avait commandé à Dezaki, donc le réalisateur de Cobra, de Dezaki et de Golgo 13 notamment, Dezaki de faire une adaptation de la Bible. Donc ils avaient travaillé ensemble. Il a créé tout le planning. Le planning est une étape ultra indispensable pour la production d'animation au Japon. Et après, il est décédé, bien sûr. Et finalement, Dezaki, qui va être engagé au studio Tezuka Productions, qui fera plein de films, va faire progressivement la série pendant les années 90. Et ils vont tout sortir en 97. Et la série, en fait, elle est super cool. Elle est bien. C'est une commande à la base d'un studio italien pour diffuser à l'Italie. Et en fait, Tezuka, tu te rends compte qu'il a mis beaucoup de lui-même. Il s'en fichait de travailler sur la Bible, de travailler sur les mille et une nuits. Tu vois, pour lui, c'était un nouveau médium, c'est une nouvelle matière à exploiter et à proposer ses trucs à lui, tu vois. Et donc, c'est assez fidèle quand même à la Bible, hein, tout en proposant des animations, des personnages qui sont très tezukiens. C'est un créatif qui prenait les œuvres. Il a toujours fait ça de toute manière. Il y en a certains qui pourront dire que c'était un plagieur, qu'il n'inventait rien, mais c'est vraiment faux. Il prend une œuvre,
Et jamais il l'a créé tel quel. Jamais de transposition chez Tezuka. Il fait toujours une adaptation qui lui est personnelle. Dezaki, justement, dans ces années-là, va faire une fabuleuse série d'OAV qui s'appelle Blackjack, qui est sortie chez nous. Bon, après, il va faire d'autres séries chez Tezuka Productions, notamment Très Cher Frère, Golgoth Queen Bee et surtout Moby Dick. Donc on est d'accord qu'il a fait beaucoup de petits. Il a fait donc Rintaro, il a fait Dezaki et Dezaki. Oui, Sugino. Sont des gens qui ont fait des œuvres tout aussi dingues et incroyables. Et oui. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Regarde. Alors déjà, Sugino, il est avec Dezaki. D'accord. Il a fait toute sa carrière avec Dezaki jusqu'en 2000. Et en fait, c'est lui qui fait tous ces visuels-là et ces animations très léchées. Ces belles mains comme ça c'est du Dezaki. C'est absolument fantastique. Et puis, je vois quelque chose tout en haut à droite. Golgo 13. Ils avaient déjà fait un film en 1983. Et donc là, chez le studio TMS, et là, comme il est chez Tezuka Productions, il propose de nouveaux projets, notamment Moby Dick, tu vois, ici. Et aussi Golgo 13, Queen Bee. Très Cher Frère, qui est un manga qui transfigure un animé qui transfigure le manga. Tu as Yoshio Takeuchi qui va faire Le Roi Léo. En 97, Yoshio Takeuchi, c'était un grand collaborateur encore de Mushi et surtout qui travaillait avec Osamu Dezaki, d'accord. Il va faire ce film en réponse au Roi Lion. Parce qu'on le sait, oui, Roi Léo. Voilà. Tezuka s'inspire de Disney pour faire ses œuvres, et Disney, ils regardent les œuvres inspirées, ils se disent, on va peut-être aussi s'inspirer de lui, le Roi Léo, évidemment. Voilà. Sauf qu'à cette époque-là, le carton du Roi Lion est colossal, et il n'assume pas que c'est inspiré de quelqu'un d'autre, il ne le mentionne pas. Ils le feront plus tard, ils feront un mea culpa plus tard. Rintaro va faire son film le plus majestueux, et je pense la plus belle adaptation possible d'une œuvre de Tezuka, Metropolis. Et Akio Sugino, qui va faire sa toute première réalisation, il est co-réalisateur. Akio Sugino, c'était le designer et l'animateur de Dezaki, qui va faire donc Je suis Son Goku. C'est un film de 2003, jamais arrivé en France, mais c'est vraiment fabuleux, c'est super. Ouais, c'est super génial. Trop bien. On va terminer sur ce dernier slide où on vous montre qu'en fait Tezuka Productions, justement sous la direction de Makoto. C'est pas fini en fait. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Tu as une nouvelle version d'Astro Boy. Makoto Tezuka, qui adore Blackjack, va refaire plein de séries et OAV. Dororo qui est sorti chez Mappa, c'est ça? C'est Mappa qui a animé ça. Tu as Eden 17 qui va arriver sur Disney Plus cette année, et tu as Pluto, l'adaptation du manga incroyable par Naoki Urasawa, voilà, exactement. Le mec qui a fait Monsters, 20th Century Boys, etc. Ça va être un gros événement celui-là. Il y a déjà des bandes annonces qui traînent sur le web. Vous pouvez vraiment vous régaler. L'image va être folle. Ça va être produit par M2, le studio de Masao Maruyama qui a créé Madhouse et qui a été formé, bien entendu, chez Tezuka. Incroyable. Voilà. Donc, Tezuka Productions, toujours là, à fond. C'est fou. Il y a plein d'héritiers, mais Tezuka sera, je pense, toujours là, toujours réadapté, inventé, qui influencera toujours les nouveaux auteurs. Et bien entendu, comme c'est le dieu du manga, tous les auteurs doivent passer un peu par cette case. Oui, effectivement, Tezuka fait partie de moi. Voilà. Exactement. Incroyable. C'est magnifique. Voilà. Alors, justement... Philippe, oui, parlons un petit peu de toi. Parlons de toi. On l'a déjà parlé, vite fait. Ça, c'est un livre qui retrace du coup toute l'animation japonaise de 1917, la création du premier animé, à 2017. D'accord. Donc, bien entendu, là, on a misé avec mon collègue Mathieu, on a misé sur les différentes générations qui passent, comment il y a la transmission avec aussi les nouvelles technologies et l'animation qui évolue. Trop bien. Voilà. Et en parallèle, oui, voilà. Allez, il fallait en parler. J'ai insisté sur le Golgo. Golgo 13. J'avais envie que tu en parles. En parallèle, là, c'est une petite annonce. Je suis devenu éditeur vidéo. Et donc, ça s'appelle Tanuko. Donc, c'est sur le site tanuko/EU qui est en préparation, où on va vendre nos éditions, qui sont des éditions limitées. Et on commence par, justement, le film Golgo 13. L'adaptation du manga le plus long de l'histoire, Takao Saito, est réalisé justement par Osamu Dezaki. Et en attendant que le site soit disponible, vous pouvez l'ajouter sur les réseaux. Vous êtes sur Twitter, Instagram, Facebook. Je ne sais pas s'il y a encore un Discord, ça arrivera peut-être un jour. Oui, là pour l'instant, il y a tous les réseaux classiques. Là, trop cool. N'hésitez pas à le soutenir parce qu'il y a
plein de perles de l'animation japonaise qui vont arriver chez eux, je ne peux rien dire. Si je vous fais une conférence sur Tezuka, c'est vraiment avec beaucoup d'amour de vouloir faire communiquer le patrimoine culturel japonais de l'animation, notamment. Tezuka, pour moi, c'est quelqu'un qui est oublié en termes d'animation et je veux absolument le réhabiliter. Donc là, on est en train de parler avec Tezuka Productions, justement pour faire en sorte que nos prochaines éditions, il y ait du Tezuka dedans et vous montrer ces belles œuvres dont je vous ai parlé en France, voilà, et en Europe. Merci Philippe, on peut l'applaudir. Incroyable rétrospective, c'était fou. Merci, fou. Je vous ai régalé. Barbant là, j'aurais dû mettre. Non, c'était super. Enfin, vous avez vu l'heure passer, vous? Non, moi non plus. Incroyable.